nos militaires, comme ceux qui nous aident en ce moment, méritent mieux que de croire que la question de la guerre soit une question qui se traite de manière technocratique. Elle met en jeu la sécurité nationale, des questions géopolitiques, qui peut être l'agresseur, quel type d'agression peut-il commettre et de quelle manière peut-on répliquer pour l'en empêcher. Jusque-là, nous avions un corps de doctrine basé tout entier sur la dissuasion. Ce corps de doctrine a été mité de tous les côtés, non seulement par l'acceptation irresponsable des bases de missiles antimissiles, mais également par l'interrogation qui pèse sur le sens de la dissuasion nucléaire, si les instruments pour la délivrer, comme on dit, s'avèrent eux-mêmes être incapables de le faire, soit parce que la cyberguerre interdit, règle d'avance le problème de la force transportée par les airs, soit la force transportée par les sous-marins du fait de l'activité des satellites. Donc voilà devant quoi nous sommes placés et nous avons le droit légitime d'en parler sans que ça nous vaille le ton acrimonieux que cela prend aussitôt, puisqu'il s'agit là d'un intérêt général supérieur qui est celui de l'intérêt de la défense du territoire du pays. Permettez-moi de dire que nous sommes en rupture, et c'est pourquoi nous allons voter cette motion de rejet, avec l'idée que vous introduisez. D'abord que nous serions la deuxième armée du monde libre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quel monde libre on parle? Nous sommes l'armée de la France, point final. Deuxièmement, nous ne sommes pas d'accord pour qu'un chiffre soit fixé sans qu'on dise vers quel objectif il est tendu. 2%, c'est le chiffre qu'a fixé M. Trump. Des coopérations pour la défense européenne? Contre qui? Avec qui? Non, nous croyons à la capacité d'autodéfense de la France et d'autosuffisance par ses propres moyens, de ses propres armements, sans lien aucun de connexion avec l'Empire. Bon, donc c'est une autre vision de la stratégie de la défense que nous aurons l'occasion de développer devant nous. Nous admettons parfaitement qu'elle soit discutée, mais entendez au moins la cohérence que nous défendons devant vous. De la même manière, nous ne croyons pas... Non, j'ai fini mon temps de parole. Le reste, je l'expliquerai. Mais entendez qu'il s'agit d'une vision globale de la stratégie de défense, et c'est cela qui est attendu de nos armées. Pas qu'on discute du nombre de guerres. Je termine sur un mot, du nombre de boutons de guêtre. En matière de défense, rien n'est jamais trop cher quand c'est nécessaire. Mais rien n'est plus stupide qu'une dépense qui ne sert à rien. Acheter des arbalètes à l'époque de la cyberguerre, c'est une perte de temps. C'est au mystère de tirage au sort pondéré que vous devez cette situation où les motions de renvoi vont toutes au même groupe et qu'il faut faire passer ces explications de vote pour ensuite une explication globale. Bon, nous y voilà. Entendons-nous bien, nous n'avons pas, nous, l'intention de faire le procès de qui que ce soit, ni du passé, ni du futur, ni de l'à côté. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que nous en tenons au fondamental. Le fondamental, c'est que la tâche de l'armée, c'est la défense, avant toute chose, du territoire national. Les conditions dans lesquelles le territoire national pourrait être menacé n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec ce que c'était il y a simplement 10 ans. La civilisation des objets connectés met à la portée d'un ennemi quelconque par les moyens de la cyberguerre la paralysie quasi totale du pays. Dans ces conditions, si c'est là que se trouve le front numéro 1, c'est là que doit être la réplique numéro 1. Nous croyons à la nécessité de la création d'une cyberarmée. Je dis bien une cyberarmée, pas simplement la dissémination dans tous les corps d'armée de moyens cybernétiques pour se protéger, mais la concentration dans un ensemble de forces cyber pour la cyberattaque. La cyberattaque et la cyberdéfense. C'est ce qui me conduit à dire que, contrairement à ce que pensent quelques collègues, ils ont tort de penser que cette question se disjoint de celle du service national. Car le service national a toujours été la capacité de la nation de mettre à la disposition de ses armées des moyens considérables d'intelligence, des moyens considérables de savoir-faire, et l'armée d'autrefois n'était pas une armée d'amateurs parce qu'on y trouvait des conscrits. Au contraire, c'était une armée de très haut niveau professionnel. On vote ce renvoi en commission parce qu'on pense que c'est cette discussion-là qui détermine ensuite les chiffres. La ministre nous dit que 2% ne dépend pas de l'évaluation de l'OTAN, dont acte, on veut bien. Mais alors, elle dépend de quoi? Nous ne sommes pas capables à cette étape de chiffrer qu'est-ce que c'est que la mise en place d'une cyberarmée pour occuper et tenir les fonctions que je viens de décrire. C'est pourquoi on vote en renvoi en commission pour que la discussion soit approfondie. Et ensuite, il restera, madame, 2 sujets qui sont sur notre table. Premièrement, jusqu'à présent, la France dispose de 2 voitures de police pour surveiller tout le territoire national. C'est l'équivalent de notre marine face à l'espace maritime que nous avons dans le monde. Que ferons-nous? Et enfin, l'espace dans lequel nous jouons un rôle est le secteur décisif où se jouent toutes les attaques non létales qui peuvent mettre la France à genoux. Les armées nous écoutent, les armées nous entendent. Et puisqu'il y a un débat sur la loi de programmation militaire, il est normal
qu'elle sache qu'il y a dans cet hémicycle des points de vue qui s'affrontent. C'est normal, c'est la vie normale de la démocratie. Puisqu'il s'agit ici de le titre 1, c'est l'ensemble, la durée de la loi de programmation militaire. Le moment est venu, après que j'ai dit tout à l'heure, que si, quant aux moyens, la priorité pour nous était la cyberarmée, la maîtrise de l'espace et la capacité de surveillance des mers, puisque nous sommes le deuxième espace, il est maintenant venu le temps de dire comment, d'un point de vue géopolitique, une loi de programmation militaire devrait répondre à la nouvelle donne. Beaucoup d'entre vous se réjouissent de savoir que nous sommes la deuxième armée du monde libre. Nous récusons totalement le concept de monde libre qui ne correspond à aucune définition politique, juridique ou internationale, sinon qu'à un fantasme, celui de l'ancienne guerre froide. Dans les circonstances présentes où un monde désordonné, multipolaire, cherche à se réorganiser, les États-Unis d'Amérique qui occupent une centralité autour de l'alliance militaire qu'est l'OTAN. L'OTAN correspond à une période qui est morte et pour notre part, nous sommes partisans d'en sortir de manière à garantir non seulement l'indépendance, c'est ainsi que nous nous sommes définis dans la revue de la défense nationale qui nous était consacrée comme des indépendantistes français, non seulement pour reconquérir notre indépendance, mais surtout pour mettre cette indépendance au profit d'une nouvelle forme d'organisation des relations internationales dont il sera question dans un instant, notamment lorsque nous reparlerons du nucléaire. Je veux donc dire qu'il nous apparaît qu'il est dangereux de faire une loi qui prévoit de nous enfoncer davantage dans le système d'organisation de la prétendue défense européenne, qui n'est que l'organisation de l'OTAN en Europe. Et je veux dire très solennellement que nous désapprouvons et réclamons le retrait des troupes françaises qui se trouvent placées à la frontière de la Russie. 300 militaires français s'y trouvent, ainsi que des chars. Nous n'avons aucune raison de nous trouver là. La Russie n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Et dans l'ordre géopolitique mondial et européen, l'intérêt de la France est d'en faire un partenaire. Vous avez compris que d'une intervention à l'autre, je dessine un projet à la suite de l'intervention de mon ami Bastien Lachaud tout à l'heure. Madame la ministre, vous nous avez dit que si vous évaluez à 2% du PIB les besoins de défense du pays, ce n'est pas parce que cela a été décidé à l'OTAN, mais parce que cela correspond à votre évaluation. Eh bien, tant mieux. Cependant, c'est mon devoir de vous signaler l'heureuse coïncidence entre votre évaluation et le chiffre proposé par Monsieur le Président Trump et accepté tel quel par Madame Merkel et quelques autres des zélés de l'OTAN. Les Allemands, ayant toujours vécu sous protection du parapluie nucléaire nord-américain, n'entendent absolument rien à l'indépendantisme français et se demandent quelle mouche nous pique. En attendant, la mouche qui nous pique est que nous ne voulons pas être soumis ni entraînés dans les aventures militaires qui sont décidées par les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si tous les collègues, bien sûr ils le savent, mais se rendent compte de la disproportion des moyens. Lorsque nous parlons du budget de la défense des États-Unis d'Amérique, nous parlons de 620 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'à eux tout seuls, ils représentent 50% du total de la dépense militaire du monde et qu'avec leurs alliés, ça fait 80%. À côté de quoi le budget du soi-disant ennemi, c'est-à-dire la Russie, qui se trouve à notre est, est de 50 milliards, c'est-à-dire même pas le 10%. Donc il faut remettre ces choses d'aplomb. Il n'y a aucune raison de continuer à participer à une alliance militaire contre un adversaire qui n'en est pas un. Je ne sais pas de quoi ont besoin les Hongrois et les Polonais et contre qui, mais ce dont je suis certain, c'est que nous n'avons aucun intérêt à y collaborer, dans la mesure où nous avons nos propres obligations que vient de rappeler notre collègue. Je pense à la Calédonie, je pense aussi à la Polynésie française, dont le territoire représente la superficie égale à celle de toute l'Europe, et où nous avons besoin de déployer des moyens de protection et de défense que personne n'assumera à notre place. Après quoi, il me reste pas de temps, donc je vous retrouve à l'article suivant. Nous admettons volontiers qu'un certain nombre dans cet hémicycle, et même peut-être une majorité, est partisan de l'alliance de l'OTAN. C'est pas nouveau, c'est un débat qui est aussi vieux que l'OTAN et l'indépendantisme français. Donc on ne trouve rien de nouveau dans cette discussion, à cette différence près que depuis, une autre étape a été franchie et nous a intégrés dans le commandement militaire. Ceci n'est pas sans conséquence. Enfin, ne croyez pas qu'on nous attendait pour nous acclamer et avoir le bonheur de nous trouver là. C'est parce qu'à partir de là, ça signifie qu'on accepte d'être intégré dans un dispositif de défense où doivent coïncider ce que rappellent sans cesse nos amis allemands, sans cesse, et à chaque occasion, qu'il n'y a de défense européenne que dans le cadre de l'OTAN. Voilà, bon. À partir de là,
faites-nous la grâce de nous expliquer comment vous conciliez la stratégie de la dissuasion qui, elle, dit que, entre autres choses, nulle part en Europe, ce ne sera jamais un théâtre de petite guerre, et l'appartenance à une organisation militaire qui établit des batteries de défense antimissiles en Pologne et qui, de ce fait, nous implique, le cas échéant, dans un conflit dont nous disons, nous, que nous ne voudrons jamais si nous n'avons pas disposé de nous-mêmes. Voilà. C'est une première contradiction. J'ajoute qu'il n'y a que, pardon de le dire, mais il me semble qu'il y a un très grand angélisme à croire à une Europe de la défense indépendante telle que nous, les Français, nous la voyons, pas du tout. Il s'agit d'acheter des armes sur étagère aux États-Unis d'Amérique, et c'est de cette manière-là qu'ils conçoivent leur alliance. Tout le monde le dit, tout le monde le fait, et il n'est pas question que cela change. J'achève en vous disant, faisons le bilan de cette alliance. Qu'est-ce que ça a amené de si particulier? Parlons-en. Quel est le bilan de notre participation au conflit en Afghanistan où nous sommes allés, comme chacun s'en rappelle d'heureuse mémoire, libérer les femmes qui y étaient opprimées et établir la démocratie pure et parfaite à laquelle nous aspirons tous? Quel est le bilan de ces millions et millions et millions dépensés, du matériel détruit, des années de guerre que nous y avons fait pour qui? Qui a gagné à la fin? Eh bien, c'est pas nous. On pourrait continuer. Quel est le bilan de l'intervention de l'OTAN appuyant nos armes en Libye alors que nous n'avions pas de mandat pour bombarder tout ce pays, que nous n'avions un mandat que pour une zone d'exclusion aérienne? C'est l'OTAN qui est venue derrière et pour dire et maintenant on bombarde. Quel est le bilan aujourd'hui de notre intervention en Libye? Vous voyez bien, mes chers collègues, que j'admets qu'on ne soit partisan de l'alliance OTAN, mais alors il faut en assumer toutes les conséquences et il faut avoir le courage de le dire devant la représentation nationale. C'est la raison pour laquelle moi, je n'en veux pas. Oui, nous allons voter cet amendement de sincérisation, comme dit M. Bastien Lachaud. Cependant, je ne laisse pas passer le moment sans saluer la réponse que m'a fait M. Klesbauer, parce que j'estime que c'est assumer une vision de la défense, et c'est une bonne chose. Enfin, le débat n'est pas contre majorité et opposition, c'est quelle idée la France, à ce moment, se fait de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et surtout de ce qui est bon pour elle. Si nous protestons contre l'OTAN, je vous dis, je ne partage pas votre analyse, je ne crois pas que ce soit l'OTAN qui est en quelque sorte stoppé la Russie. Je crois que c'est l'OTAN qui a provoqué la Russie, ce n'est pas pareil. Et sur la question de la Crimée, on n'a pas le temps d'en parler à cette heure-ci, mais disons qu'on est fort mal placé après ce que nous avons accepté du Kosovo, pour faire des remarques ensuite, quand la même méthode est appliquée à l'autre bout du continent, alors ça ne nous convient pas, mais pour faire le Kosovo, ça nous confirmait. Diriez-vous aujourd'hui comme Français, c'est-à-dire chargé de toute une histoire, de souvenirs et parfois d'illusions, comme moi-même, que c'est une bonne opération que nous avons fait que de bombarder comme nous l'avons fait la Yougoslavie et plus exactement la Serbie à ce moment-là? Est-ce que c'était une bonne idée? Eh bien moi, j'hésite pas à vous dire que non, et que cette trouvaille de l'OTAN est une erreur totale. Avoir créé le Kosovo est une erreur totale. Et du coup, un enchaînement de situations dont ensuite nous récoltons le résultat et nous sommes priés de nous esbaudir devant le fait que, eh bien, ce serait une attitude rationnelle que celle qu'aurait l'OTAN à l'égard de la Russie. Elle ne l'est pas. Et à l'instant, mon collègue Lecoq vient de rappeler ce qui est en train de se passer en ce moment en Turquie, qui est entré en Syrie. Personne n'a rien à dire, ils sont entrés chez le voisin. Enfin, c'est quand même incroyable. Et c'est les mêmes Turcs qui ont abattu un avion de combat russe. Heureusement que les Russes ont du sang-froid et que tout ça n'a pas dégénéré. Ce que j'en dis n'est ni pour l'un ni pour l'autre, seulement pour dire les Français ont intérêt à rester tout le temps maîtres de la décision qu'ils prendront sans se trouver embarqués dans des escalades dont ils ne maîtrisent ni le début, ni le milieu, ni la fin, parce que, en toutes circonstances, ce sont les Américains qui décident. Oui, pour le même motif, même vote de sincérisation. Merci, Monsieur Becht, de reposer le problème comme vous l'avez fait, vous avez raison, mais vous parlez d'une autre époque, celle où existait le pacte de Varsovie et l'OTAN de l'autre côté. Moi, je ne parle pas de ça, je parle de la situation qui résulte depuis la fin du pacte de Varsovie. Mais je ne m'embobinerai pas à aller faire avec vous le bilan de toute cette période, parce que ça excéderait de loin le contenu du texte de ce soir. Ce serait juste de l'histoire. Mais c'est quand même intéressant sur au moins un point. C'est que vous admettrez qu'il y a eu un moment de notre histoire où un général, que pour ma part je n'ai pas soutenu, enfin ma famille politique, lorsqu'il était au pouvoir, a décidé que quand bien même il y aurait l'OTAN, on en sortirait. Il a fait partir les bases américaines qui étaient en France à l'époque du pacte de Varsovie. Ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, à l'époque du pacte de Varsovie. Et qui a imaginé la défense tous azimuts. Et quand on lui disait tous azimuts, certains disaient bah, quand même vous exagérez parce que tous azimuts ça veut dire tout le monde. Et lui répondait bah oui justement tout le monde. Et c'est parce que c'est tout le monde que chacun est appelé à nous craindre
et à nous respecter. Voilà quelle était la vision qu'il avait de notre indépendance. J'essaye de la transposer dans la période que nous avons aujourd'hui. Et croyez-moi, pour terminer juste sur ce sujet, personnellement, je n'aurais eu aucun plaisir à voir quelques troupes que ce soit, fût-ce celles du pacte de Varsovie, venir dans mon pays. Et parce que déjà, et à l'époque, et maintenant, et pour toujours, j'ai la tête dure d'un indépendantiste. Oui, sur l'ensemble, voyons bien de quoi nous parlons. Il s'agit d'adopter un paragraphe dans lequel nous désignons des menaces. Il s'agit bien de ça, n'est-ce pas? Plus spécifiquement, le renouveau des capacités de défense russes s'accompagne d'une politique d'affirmation militaire à l'égard de son voisinage, ce que ferait n'importe quel pays, et d'un recours préoccupant à des formes d'intimidation stratégique. De quoi parle-t-on? En Asie, le développement des capacités militaires chinoises sert également une politique de puissance, notamment en mer de Chine, accroissant les tensions et fragilisant les équilibres régionaux. Nous n'en croyons pas un mot. Nous pensons au contraire que la Chine est un facteur de stabilisation de la zone, dans laquelle les puissances agressives ne sont pas du côté de la Chine et ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Vous le savez aussi bien que moi, connaissant l'histoire profonde de ce pays. La Chine n'a l'intention d'envahir personne. Dès lors, mon collègue Lachaud a proposé que l'on mette ici en cause les pays qui posent problème réellement aujourd'hui, et en particulier dans la réorganisation du Grand Moyen-Orient au sens large, où toutes les puissances du monde interviennent pour essayer de redessiner la carte et où se superpose une bataille confuse, mais dont les connaisseurs connaissent les grands traits, qui montre que la guerre suit les pipelines et que les puissances régionales sont aux prises les unes avec les autres, puissances qui ont parfois entre elles des conflits millénaires et qui en viennent aux mains les unes avec l'autre à travers différentes factions et groupuscules et appellations de toutes sortes, mais qui ne cachent pas ce qui n'est rien d'autre que la vieille tradition de l'impérialisme des uns contre les autres, des Perses contre les Arabes, des uns contre les autres, bref, tout le monde connaît ça. Dans cette situation se surimpose la question de l'existence d'un État kurde, qui est un casse-tête absolu depuis la Première Guerre mondiale et qui n'a jamais été résolu. Et que dorénavant, la Turquie a décidé de résoudre par la force, parce que les circonstances particulières du combat qu'il y avait là-bas... Oui, attendez, on est sur 5 amendements, on peut quand même dire plus de 2 mots. Bref, dans cette affaire, ont décidé qu'à la faveur du trouble et des galons qu'avaient gagnés les Kurdes, les Turcs ont décidé de les liquider, premièrement en considérant que le PKK, qui est une des forces politiques combattantes, est une organisation terroriste, ce qui est une aberration, et deuxièmement en considérant qu'elle détruirait toutes leurs positions armées à la frontière de la Turquie. Merci de conclure, Monsieur Mélenchon. Mais une discussion bloquée sur 4 amendements, Madame la Présidente, c'est pas donne 4 la fois 2 possibilité pour non autant, pas de Monsieur parler le 10 Président minutes, Mélenchon. mais du moins d'achever ses phrases sans être interrompu. Achevez votre phrase. Avec votre permission, Madame la Présidente. Voilà Je vous pourquoi permets. la proposition de nos amendements consiste à désigner des gens qui posent problème plutôt qu'à en désigner d'autres qui n'en posent pas.